Parfait, bonjour tout le monde. Et donc bienvenue à cette troisième webconférence CEVA en cardiologie. Alors après le diagnostic et le traitement du chien cardiaque, du chien atteint de MVD, aujourd'hui nous allons aborder le suivi et l'observance du chien cardiaque et obtenir l'adhésion du propriétaire. Et aujourd'hui avec Isabelle Testo, qui exerce donc au CHV Atlantia, donc qui pratique avec une activité exclusive en cardiologie et ancienne présidente du GK. Je me présente, pour ceux qui n'ont pas suivi les premières webconférences, Mickaël Cron, je suis chef de gamme en cardiologie. Et c'est vraiment un plaisir aujourd'hui d'organiser cette troisième webconférence sur le thème du suivi du chien et de l'observance du chien cardiaque. C'est vraiment un enjeu majeur, je pense, en cardiologie. Et c'est vrai que c'est un axe qu'on aime particulièrement, sur lequel on a pu développer des produits qui permettent de répondre à certaines exigences des propriétaires, et puis également des outils et applications pour le propriétaire. Je laisse la parole à Isabelle Testo, qui va vous faire sa présentation. Il y a un système de chat, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, et on y répondra à la fin de la présentation d'Isabelle. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne webconférence, et je vous retrouve tout à l'heure. Et à toi Isabelle. Merci Mickaël, déjà de m'avoir convié pour cette webconf, et puis merci aux participants également. Donc on m'a demandé au début, traitement et suivi de la maladie valvulaire dégénérative mitrale, c'est absolument pas un problème à traiter, mais on m'a mis un petit challenge supplémentaire chez CEVA en me demandant de dire comment on fait pour obtenir l'adhésion du propriétaire pour le traitement et le suivi. Donc c'est un petit peu une conf à la frontière entre la gestion de clientèle, le marketing et puis l'aspect totalement scientifique de la cardiologie, où finalement, si on devait intituler cette conf différemment, c'est comment une démarche scientifique bien expliquée, des données scientifiques bien expliquées vont nous permettre d'obtenir l'adhésion du propriétaire. Et je tiens à signaler que par rapport à l'adhésion des propriétaires du petit chien à maladie valvulaire dégénérative, on va les suivre pendant très très longtemps, pendant plusieurs années normalement. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est très très important dans nos clientèles, sachant qu'encore une fois, que la maladie valvulaire dégénérative représente à peu près 80% de la cardiologie. Donc, obtenons l'adhésion de nos propriétaires, c'est très, comment dirais-je, valorisant scientifiquement, et puis même valorisant humainement, parce qu'on accompagne véritablement les propriétaires et leurs chiens pendant de nombreuses années normalement. Simplement un petit rappel, parce que ça va nous permettre de faire d'établir notre plan d'action pour obtenir l'adhésion des propriétaires. Simplement un petit rappel sur la classification de cette maladie valvulaire dégénérative mitrale. On va parler de stades dits précliniques pour les chiens qui sont asymptomatiques, donc ils ne présentent aucun signe d'insuffisance cardiaque. Donc ça correspond au stade B1 et B2 de la classification. Il y a une petite différence entre B1 et B2, on y reviendra tout à l'heure. Et puis le stade clinique de la maladie, donc le stade dit C, où le chien présente des symptômes d'insuffisance cardiaque, donc des symptômes de son œdème pulmonaire, donc avec des symptômes très particuliers. Donc, là, on est donc dans la phase clinique de la maladie. Donc, on va voir globalement comment on va obtenir l'adhésion pour le traitement et le suivi déjà des chiens en phase préclinique, et c'est la phase qui dure le plus longtemps, et ça va être vraiment la pierre, la base pour vraiment suivre notre chien jusque malheureusement la plupart du temps à son décès. Et puis dans un deuxième temps, on verra le traitement et le suivi des chiens insuffisants cardiaques, comment obtenir l'adhésion sur ces chiens qui sont cliniques, et surtout comment faire le suivi et comment arriver à l'expliquer aux propriétaires. Donc, premièrement, traitement et suivi des chiens asymptomatiques, comment obtenir l'adhésion de notre propriétaire. Donc, on est encore une fois sur un stade dit uniquement préclinique, où finalement la découverte de la maladie se fait à l'occasion d'un examen clinique, d'une consultation vaccinale, d'un plan de prévention. Et c'est simplement un diagnostic qui est auscultatoire, c'est-à-dire qu'on va entendre un souffle cardiaque apexien, gauche, systolique, qui correspond à une insuffisance mitrale sur généralement un petit chien. Donc, le challenge pour ce stade, c'est de convaincre le propriétaire d'explorer cette maladie.
Et c'est à ce stade, alors que lui ne voit rien, simplement sur les dires du vétérinaire qui a entendu un souffle. La problématique pour ces chiens en stade B1 et B2 asymptomatiques, c'est que les propriétaires ne voient rien, ça ne se voit pas. Cette phase préclinique, elle dure très très longtemps, elle peut durer 4-5 ans, il y a même des chiens qui n'évoluent jamais. Et puis, il y a peut-être une idée reçue encore qui traîne parmi les vétos, c'est que comme il n'y a pas de symptômes, est-ce qu'il tousse, est-ce qu'il est intolérant à l'effort? Non, non, bon, on a le temps, on verra ça l'année prochaine. Non, c'est plus du tout comme ça. Maintenant, on a des données acquises de la science qui nous permettent de prendre en charge complètement ces animaux et de les suivre et de proposer plein de choses à ces propriétaires de patients à souffle. Donc, le but, c'est de convaincre d'explorer. Et quoi de mieux pour convaincre d'explorer que de dire qu'il y a un traitement qui fonctionne à partir d'un certain stade. Donc, les stades que l'on a vus dans la maladie valvulaire dégénérative, B1 et B2, et puis avec des critères particuliers. Donc, on sait ça finalement depuis peu de temps. Il y a une publication qui a fait un petit peu de bruit dans l'Erderno vétérinaire, qui a été publiée en octobre 2016. Donc, vous voyez, c'est absolument pas des données très, très anciennes. Bon, maintenant, on sait que de donner un traitement précoce dans les stades précliniques de la maladie va nous permettre d'augmenter cette phase asymptomatique dans médiane d'une quinzaine de mois, ce qui est absolument non négligeable quand on voit que finalement, les médianes de survie des chiens qui ont un œdème pulmonaire est aux alentours de 10-11 mois. Donc, on a vraiment un avantage certain de dépister ces chiens et de savoir s'ils vont rentrer dans les critères qui sont intéressants pour augmenter leur médiane de décompensation. Donc, pour cela, donc ça c'est l'étude EPIC qui a été publiée, pour cela il faut convaincre d'explorer, puisqu'on a un traitement qui fonctionne à partir d'un certain stade, il faut bien sûr déterminer le stade, et dans les choses qu'il faut savoir, c'est est-ce que déjà j'ai des dilatations des cavités cardiaques, à savoir l'oreillette gauche, ventricule gauche, diastole, systole, est-ce que j'ai déjà des dilatations qui vont me faire rentrer dans les critères qui seront des critères échocardiographiques ou radiographiques qui seront intéressants pour commencer à mettre en place le traitement, sachant qu'il est assez acquis que quand il n'y a aucune dilatation cavitaire, il n'y a vraiment aucun intérêt à commencer à traiter. Donc, on va proposer des examens complémentaires. Et là, du coup, le fait de dire qu'on a quelque chose qui permet de ralentir l'évolution de la maladie vers la décompensation, c'est des critères qui sont très, très, des arguments qui sont très, très forts pour que les gens accèdent à des examens complémentaires. Alors, c'est vrai que quand on dispose de l'échographie, de l'échocardiographie en particulier, on va être particulièrement pertinent parce qu'on va pouvoir faire des mesures et avoir une idée très précise de l'importance des conséquences de l'insuffisance mitrale, à savoir la dilatation atriale gauche ou ventriculaire gauche. J'insiste sur le fait que pour convaincre encore plus et faire adhérer encore plus le propriétaire à notre plan de suivi, qu'on va détailler après, il est important d'essayer, autant que faire se peut, de réaliser cette échocardiographie avec les gens, parce qu'on peut leur expliquer très très bien la maladie et leur montrer ce qui ne va pas au cours de l'échocardiographie. Donc par des mots simples, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher? Quels vont être les critères pour commencer à traiter? Y a-t-il déjà une dilatation atriale gauche? Donc, le fameux rapport atrium gauche sur aorte, ça va être un des premiers critères, donc des choses relativement simples à faire. Et puis, y a-t-il déjà une dilatation ventriculaire gauche en diastole? Donc, l'association de dilatation atriale gauche et ventriculaire gauche en diastole fait qu'on aura avantage à mettre en place un traitement dans les stades précliniques. Donc, c'est un argument fort. Si on ne dispose pas de l'échographie, on peut utiliser la radiographie thoracique pour voir s'il y a une cardiomégalie. Et pour être un petit peu plus fin dans l'appréciation de cette cardiomégalie, on va utiliser l'index de Buchanan, donc le score vertébral, où on va comparer la taille du cœur avec avec le nombre de vertèbres, ce qu'on appelle le score vertébral cardiaque. Et lorsqu'il dépasse 10,5, on jugera qu'il y a sur ce chien une dilatation cavitaire et que, du coup, en phase précoce, on va devoir commencer à traiter et être interventionniste, entre guillemets, en proposant un traitement et non plus la fameuse phrase « tant qu'il n'y a pas de symptômes, on fait rien ».
Donc, les examens à proposer à la découverte du souffle, lors de la première des consultations où on découvre le souffle, idéalement une échocardiographie, où on va voir si oui ou non il y a déjà des dilatations cavitaires. Ça va nous permettre aussi de prendre des valeurs de référence si jamais il n'y a pas de dilatation cavitaire. Puis si on n'en dispose pas à la radiographie, mais elle est encore une fois un tout petit peu moins sensible, mais bon, on peut aussi faire avec cela. Donc, proposition d'un plan de suivi par rapport à ça. Lorsque l'on est en stade B1, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dilatation cavitaire sur l'échocardiographie ou que la taille du cœur est normale, à ce moment-là, on va proposer un suivi avec des examens complémentaires tous les ans. Sur un stade un petit peu plus évolué où le rapport atrium gauche à aorte est proche de la valeur à partir de laquelle on commence à traiter, c'est-à-dire 1,6, on va se dire, tous les ans, c'est peut-être trop long, on va raccourcir un petit peu la durée et proposer une échocardiographie tous les 6 mois. Et puis, sur des chiens qui ont un stade B2 proche de la décompensation, c'est-à-dire que le rapport atrium gauche-aorte est déjà bien augmenté, le ventricule gauche en diastole est bien dilaté, à ce moment-là, on va commencer à sensibiliser le propriétaire aux symptômes de l'insuffisance cardiaque qui va bien sûr justifier d'une consultation en plus des suivis qu'on aura mis en place dans cette phase dite préclinique. Je tiens à signaler que ce suivi qui vous est proposé là, c'est écrit nulle part, ça, dans la bibliographie, dans ce qui est publié en international. Et globalement, chacun peut faire son suivi un peu comme il l'entend, comme il le veut. Globalement, au GK, on en avait un petit peu discuté et c'est le suivi qui est adopté par la majorité des membres du groupe de cardiologie de l'AVAC. Passons au traitement et suivi des chiens symptomatiques. Donc, on a eu la chance de trouver un souffle sur un chien lors d'une consultation vaccinale. On va avoir accompagné ce chien pendant parfois plusieurs années en faisant des échocardiographies ou des radiographies régulièrement, jusqu'au moment où, malheureusement, le chien décompense. Attention, tous les chiens ne décompensent pas, Dieu merci. Donc jusqu'au moment où le chien décompense, il a souvent déjà, donc du coup, si on a bien fait le travail et qu'on a bien suivi notre chien, déjà une monothérapie des stades précliniques. Quand on arrive sur le stade dit clinique, c'est le stade C de la maladie, voire D qui est le stade terminal, tous les consensus de traitement de la maladie valvulaire dégénérative décompensée sont d'accord pour dire que ce sont des traitements qui sont relativement lourds et où on va associer un certain nombre de molécules. Donc, lors du consensus qui a été publié en 2009 et qui est en train d'être rafraîchi et remis selon les dernières données acquises de la science qui sont sorties entre-temps, il convenait de faire au minimum une trithérapie, c'est-à-dire utiliser du pimobendan, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et des diurétiques de Lens. Maintenant, sur le nouveau consensus, il est fort à parier avec tout ce qui est sorti dernièrement, c'est que nous serons en quadrithérapie, c'est-à-dire du pimobendan, un inhibiteur des phosphodiesterase, un inhibiteur de l'enzyme de conversion, un diurétique de Lens et des spironolactone. Donc c'est un traitement qui est quand même relativement lourd, donc forcément onéreux, et il faut absolument obtenir l'adhésion du propriétaire, d'autant plus qu'on va annoncer des médianes de survie qui sont finalement pas si excellentes que ça. Donc les gens, la première chose qu'ils nous demandent, mais docteur, combien de temps, il en a pour combien de temps, quelle est son espérance de vie? Donc dans ces cas-là, on parle de médiane de survie et on explique ce qu'est une médiane, c'est très très important, ça nous permet aussi de fixer des objectifs. Donc la médiane de survie, c'est le temps au bout duquel 50% des chiens qui ont présenté leur premier épisode congestif, donc d'œdème et du poumon, donc c'est le temps au bout duquel 50% sont décédés. Donc, dans le cas de la maladie valvulaire dégénérative, le chien qui rentre en stade C a une médiane de survie aux alentours de 10-11 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 11 mois, il y a déjà 50% des chiens qui sont morts, mais il y a encore 50% des chiens vivants. Donc, on va essayer de positiver et leur dire, écoutez, notre objectif, c'est déjà d'atteindre la médiane de survie et il va falloir nous aider à ça. Et il faut vraiment les inclure dans le plan. Donc, pour cela,
il faut que notre observance soit idéale. Donc, il faut fixer l'objectif de dépasser la médiane. Bon, après, tout ne dépend pas de nous, malheureusement, mais en tout cas, dépasser la médiane, l'objectif, il faut bien expliquer la maladie pour que le propriétaire comprenne ce qui se passe et puis même puisse un peu interagir avec le traitement, en particulier avec les doses de diurétique. Donc voilà, moi je vais vous faire un petit aperçu de comment je l'explique moi mes propriétaires. Je leur explique de manière très simple en prenant mon petit cœur en plastique que j'ouvre. Je ne mets pas de la vidéo, mais ça pourrait être exactement la même chose. Je leur dis que la valve s'ouvre et se ferme. Le sang vient du poumon, il est oxygéné, il arrive dans les veines pulmonaires, il arrive dans l'oreillette gauche. L'oreillette gauche se contracte, les valves s'ouvrent comme des portes battantes et le sang passe dans le ventricule. Une fois que le sang est dans le ventricule se contracte pour envoyer le sang dans l'aorte. À ce moment-là, la valve se referme. Sauf que sur votre chien, la valve est altérée, elle est abîmée et elle n'est plus étanche, tant et si bien que vous avez du sang qui revient dans l'autre sens et qui vient donc surcharger l'oreillette. Donc la pauvre oreillette, elle se récupère le sang qui vient du poumon et elle se récupère le sang qui vient du ventricule. C'est si bien qu'elle est en surcharge en volume, en pression. Et si elle monte en pression, les veines pulmonaires qui amènent le sang montent en pression et les capillaires montent en pression. Ça fait de l'œdème, il y a de l'eau qui sort des vaisseaux. Donc voilà comment je l'explique. Donc les gens généralement le comprennent relativement bien. Et donc après, on peut passer à l'expliquer le type de traitement qu'on utilise. Finalement, les traitements, ils sont là pour diminuer les pressions dans les vaisseaux. Et pour diminuer les pressions dans les vaisseaux, où on va faire fuir, c'est-à-dire utiliser les diurétiques, mais également on va ouvrir, je me mets comme ça, on va ouvrir le diamètre des vaisseaux pour que les pressions diminuent. Donc en faisant comme ça, on explique le propriétaire et généralement ils comprennent bien. Et puis ce qui est très très important pour favoriser l'observance, c'est de déterminer un plan de suivi. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas nos propriétaires dans la nature en leur donnant 3 comprimés et puis voilà, 3 molécules sans rien expliquer, parce que là, c'est sûr que ça va pas le faire. Il faut vraiment déterminer un plan de suivi que l'on va marquer sur le compte-rendu, sur l'ordonnance, sur ce que vous voulez, sur un support en tout cas, avec des rendez-vous à suivre. Donc, pour un plan de suivi, on va l'inclure totalement, notre propriétaire, dans notre plan. Et lui, il va avoir un rôle majeur, très, très important, parce que c'est lui qui va avoir ce rôle de veille, d'aggravation de la cardiopathie, parce que vous vous rappelez qu'en stade C, c'est une succession de phases congestives qui sont plus ou moins contrôlées par le traitement que l'on met en place. Et puis, il y a notre suivi en tant que vétérinaire à faire et on va voir quels sont les différents points que le vétérinaire doit suivre dans le traitement d'une insuffisance cardiaque, d'un chien cardiopathe. Donc, la veille de notre propriétaire, elle passe par la sensibilisation aux symptômes d'insuffisance cardiaque congestive gauche. Alors, on ne va pas demander au propriétaire de faire une échocardio, on ne va pas demander au propriétaire de faire une radiographie, mais de dépister des symptômes. Donc, intolérance à l'effort, ça, attention, parce qu'on a souvent des petits chiens relativement canapés qui sont la plupart du temps aussi dans les bras, donc l'intolérance à l'effort est difficile à voir. En revanche, on va apprendre aux gens à dépister l'apparition d'un œdème pulmonaire par des modifications de la courbe respiratoire, en particulier d'augmentation de la fréquence respiratoire au repos avec une courbe respiratoire anormale. On est appuyé là-dessus sur des données scientifiques, cette publication qui date de 2011, qui commence à dater quand même un petit peu, à essayer de voir quels étaient tous les critères qui nous permettent de voir qu'il y avait un œdème pulmonaire. Et bien, le critère le plus fiable, le plus significatif, c'était la fréquence respiratoire. Donc, quand un chien est normal, il a une fréquence respiratoire bien inférieure à 30 mouvements respiratoires par minute. Attention, ce n'est pas la fréquence cardiaque, c'est la fréquence respiratoire. Lorsqu'un œdème apparaît, la fréquence respiratoire avec une courbe respiratoire un peu modifiée, ce n'est pas une polypnée, c'est vraiment je vais vous montrer des vidéos après, une dyspnée restrictive. La fréquence respiratoire dépasse 30 mouvements par minute et sur des
vrai œdème aigu du poumon dépasse 40 mouvements par minute. Et lorsque cette étude avait été faite, on voyait que cette fréquence respiratoire collait parfaitement bien avec les stades de congestion qui avaient été diagnostiqués par d'autres méthodes, et en particulier par la radiographie. Donc c'est un excellent critère, et c'est un critère qui peut être utilisé à la maison. Donc voici un petit chien que j'ai vu il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, avec une dame parfaitement sensibilisée à la fréquence respiratoire et qui revenait me voir en plus du suivi vétérinaire classique parce qu'elle trouvait que son chien ne respirait pas bien. Effectivement, il avait une fréquence respiratoire un petit peu élevée. Il n'est pas en polypnée, ce chien. Il y a une vraie dyspnée qui est présente sur ce chien. Je vais vous mettre la vidéo d'après. Donc c'est le même chien et vous allez, si vous tendez l'oreille, mettez le son de votre ordinateur à fond, vous tendez l'oreille, les commentaires de la dame devant son chien cardiopathe et pourquoi elle était revenue me voir. Hier soir, en une minute, t'étais à 53, 54. Ça marche pas. Je prenais mon chronomètre de temps en temps. Donc voilà, donc la dame dit là très calmement, parce que son chien on était en train de le filmer, qu'elle avait pris son chronomètre et que hier soir il était à plus de 50 mouvements respiratoires par minute et que de toute évidence ça n'allait pas et il ne l'avait pas bien mangé, il était abattu. Et voici la radiographie du dit chien au moment de la consultation. Donc vous voyez qu'on ne voit plus la partie cododorsale du cœur, il y a des vraies opacités ici liquidiennes, interstitielles et alvéolaires qui signaient la présence d'un œdème pulmonaire qui revenait malgré le traitement qui avait été instauré. Donc là, le propriétaire est complètement inclus dans le suivi et la démarche. Et d'ailleurs, il y a même des applis qui sont sorties, et en particulier le laboratoire CEVA qui organise ce cycle de conférences a une appli exprès pour ça. Et je pense que Mickaël va envoyer les liens après pour qu'on puisse redonner ça à nos propriétaires et pour qu'ils puissent noter les fréquences respiratoires en fonction des jours et des moments. Bien évidemment, lorsque le propriétaire voit une fréquence respiratoire qui dépasse ce que l'on avait dit sur un chien, comment dirais-je, au repos, ça va nécessiter des investigations chez le vétérinaire et donc là, vraiment dire que s'il voit ça, il vient voir son véto pour confirmer ou infirmer la présence d'un œdème pulmonaire récidivant. Donc la veille du propriétaire, l'inclusion du propriétaire dans la démarche est fondamentale. Après, pour le suivi, il faut qu'il y ait un suivi du véto. Et pour que le véto fasse un bon suivi et arrive à convaincre son propriétaire, il faut que ce suivi repose sur des données scientifiques. Là, on n'est pas dans du marketing de vendre absolument du suivi. Non, ça doit reposer sur des données bien réelles. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à proposer et c'est beaucoup plus facile surtout d'être. Donc, les questions que tout vétérinaire doit se poser devant finalement chaque maladie, qu'elle soit cardiaque ou pas, est-ce que mon traitement que j'ai mis en place a été efficace? Est-ce que le traitement que j'ai mis en place n'a pas nui à l'animal dans un contexte qui est celui de la maladie valvulaire dégénérative mitrale? Comment évolue la cardiopathie? Est-ce qu'on est sur au fur et à mesure du temps, est-ce que j'ai réussi à stabiliser ma cardiopathie? Au contraire, il y a des choses qui sont apparues et qui vont nécessiter d'autres types de traitements et du coup obtenir l'adhésion parce qu'on leur a montré. Et puis parfois, il se passe des choses et du coup, il faut comprendre ce qui se passe, donc on aura besoin d'examens complémentaires. Donc, le traitement est-il efficace? Bien sûr, la clinique reste fondamentale et ça, le propriétaire la maîtrise assez bien une fois qu'on lui a expliqué. Mais nous, on peut aussi confirmer le fait qu'il y ait une vraie amélioration ou une amélioration, je dirais, pas complète ou incomplète par la réalisation de radiographie. Donc, voici le cas d'un chien qui est en un œdème pulmonaire vraiment très très important, presque œdème aigu du poumon. Sur les radiographies de contrôle, sur la radiographie de droite, vous avez une amélioration notable, mais il reste quand même un petit peu d'interstitiel, donc ça va nous permettre d'affiner le traitement et puis de le modifier en ayant une base scientifique. Donc la clinique, c'est toujours notre fréquence respiratoire qu'on peut bien sûr appliquer dans le cadre de la consultation, mais attention, souvent aussi, ces chiens, il peut y avoir un certain stress qui vient masquer
qui vient augmenter la fréquence respiratoire, alors qu'à la maison, ça n'est pas le cas. Donc, la radio reste un examen complémentaire important à faire dans le cadre du suivi de son traitement sur son efficacité. Le traitement ne nuit-il pas? Et là, ça va justifier le fait que vous ayez à faire des prises de sang de contrôle régulièrement sur un cardiopathe. J'insiste sur cette nouvelle notion sur laquelle on a mis un nom maintenant, mais qui existe depuis finalement très très longtemps et que nos anciens vétérinaires savaient également expliquer, c'est le fameux syndrome cardio-rénal. Donc ce syndrome cardio-rénal, vous voyez, une définition n'a été donnée qu'en 2008 en médecine humaine. Le syndrome cardio-rénal, c'est le fait que la maladie cardiaque va favoriser l'apparition d'une maladie rénale chronique, en tout cas une azothémie importante, parfois importante sur les chiens, et dont il va falloir tenir compte. Donc, ce syndrome cardio-rénal, il faut savoir que 50% des chiens, toutes classes confondues, le présentent. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on vérifie la fonction rénale devant toute découverte de chiens insuffisants cardiaques, qui plus est lorsqu'il est traité avec des molécules qui potentiellement peuvent aggraver cette maladie rénale. Et je parlerai bien sûr, je pense bien sûr aux diurétiques. Donc, il va falloir qu'on surveille la fonction rénale régulièrement. Et donc, quand le faire, ça aussi, c'est pas vraiment dit, mais il y a des us et coutumes qui se font. C'est-à-dire qu'avant chaque mise en place de traitement, on vérifie où on en est de sa fonction rénale. Et souvent, on fait une prise de sang de contrôle une semaine après le changement de dose, par exemple, de diurétique, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, de l'évolution des phénomènes congestifs, et au minimum faire un dosage d'urée, de créate et de potassium, en particulier potassium, pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'hypocalémie, qui expliquerait le fait que ces chiens sont souvent relativement fatigués, outre leur insuffisance cardiaque. Donc la surveillance de la fonction rénale et la prise de sang se justifient totalement par des données scientifiques. On a besoin de savoir dans notre suivi comment évolue la maladie cardiaque, comment elle évolue au fur et à mesure du temps, et surtout sur les symptomatiques. Donc, est-ce qu'il y a besoin de suivre des indices cardiaques qui seront importants pour dire on s'aggrave, il faut peut-être changer un certain nombre de choses. Il y a des indices cardiaques qui sont à suivre par des échocardiographies régulières, et on verra le timing qui lui aussi a été déterminé scientifiquement. Donc, l'évolution de la cardiopathie, on a montré que cette évolution était souvent défavorable en fonction d'un certain nombre d'indices, et ce qui est relativement logique, somme toute, mais il fallait au moins le démontrer. C'est le rapport atrium gauche-aorte qui augmente au fur et à mesure que le taux de mortalité augmente chez les chiens de ces études. D'autres arguments, c'est le diamètre du ventricule gauche en diastole, ça aussi c'est assez logique. Tout se dilate lorsque la cardiopathie évolue. Intéressant pour ceux qui font du Doppler, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est également l'aspect du flux diastolique qui peut prendre un aspect très restrictif avec une onde E qui vient très très supérieure à A. Ça, c'est des facteurs pronostiques péjoratifs qui sont mauvais et qui laissent penser que les choses vont se passer. Plus important et plus intéressant, parce qu'elle va avoir une conséquence directe sur le type de traitement qu'on va pouvoir mettre en place et peut-être même rajouter d'autres molécules, c'est la présence ou non d'une hypertension artérielle pulmonaire. Et si cette hypertension artérielle pulmonaire est modérée ou importante, si elle est importante, bien sûr, il faut en tenir compte et peut-être parfois aussi la traiter spécifiquement pour arriver à augmenter l'espérance de vie de ces chiens. Dernière question aussi, cette question, comment évolue la cardiopathie? Donc, globalement, l'étude là, qui est présentée en 2012 montre qu'on a des différences significatives dans les indices quand on fait grosso modo des échocardiographies tous les 6 mois. Voilà. Donc, sur un stade C, si tout se passe bien, c'est après le premier épisode congestif, si on n'a pas d'autre, on refait un contrôle 6 mois plus tard. Par contre, bien évidemment, s'il y a eu un autre épisode d'œdème, on aura fait probablement une échocardiographie. Enfin, pour permettre de comprendre l'évolution de la cardiopathie, et c'est des choses que ce sont des questions que nous posent nos
nos clients, c'est pourquoi à un moment le chien refait un œdème pulmonaire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ce chien ici qui a une cardiomégalie avec une dilatation atriale gauche, mais les choses se passaient pas si mal que ça, il revient avec un œdème aigu du poumon, donc dorsocondyle avec des opacités importantes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et on peut expliquer ça par la rupture de cordage, qui est une complication de la maladie valvulaire dégénérative qui est très prévalente plus le stade d'insuffisance cardiaque augmente. Donc ça, c'est le stade ISA qui était les anciennes classifications avant la classification ACVIM. Grosso modo, le stade 2 et le stade 3 correspondaient au stade C et D de la classification ACVIM. Vous voyez la prévalence sur des stades évolués, c'est 70% de rupture de cordage. Donc c'est vrai que le fait d'aller voir ce qui se passe, ça permet aussi d'expliquer aux gens pourquoi on a un échappement au traitement qui a été mis en œuvre avant. Donc on fait une échocardio et puis on met en évidence cette rupture de cordage par la visualisation d'une absence de coaptation entre les feuillets de la valve et puis associée à une éversion d'un des deux feuillets au sein de l'oreillette gauche. Ça, c'est la définition de la rupture de cordage. Intéressant aussi, pourquoi à un moment, un chien qui présente une insuffisance cardiaque congestive gauche va décompenser en insuffisance cardiaque congestive droite en plus. Donc là, c'est typiquement l'hypertension artérielle pulmonaire qui s'installe au fur et à mesure du temps et qui est également très présente, très prévalente au fur et à mesure de l'évolution des stades d'insuffisance cardiaque. C'est l'hypertension artérielle pulmonaire qui va expliquer l'apparition de l'ascite. Et du coup, là, souvent, on est obligé de traiter spécifiquement cette hypertension. Ça a décalé un petit peu ici. Voilà, donc c'est l'échocardio pour faire le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire. C'est bien sûr l'échocardio qui sera la plus sensible comme technique d'examen complémentaire pour la mettre en évidence. Bref, si je résume, notre succession d'examens à faire et il faut réussir à pousser le propriétaire à aller vers ça. C'est que globalement, à chaque fois qu'il y a un épisode congestif, on va devoir faire des radios pour confirmer qu'il s'agit bien d'un œdème pulmonaire. C'est les gens qui auront vu qu'il y avait un problème. Une échocardio pour savoir ce qui se passe et des prises de sang pour le fameux syndrome cardio-rénal. Au-delà d'un suivi régulier que l'on va pouvoir instaurer si le chien va bien, en tout cas en échocardiographie tous les 6 mois. Malheureusement, au bout d'un moment, on ne peut plus rien faire et le chien, à partir du moment où il est rentré en stade C d'insuffisance cardiaque, à un moment, il décédera de sa maladie, mais les gens sont du coup informés. Quoi qu'il en soit, pour nous, par rapport à ça, et là c'est la conclusion, il faut, pour être pertinent et obtenir l'adhésion, il faut que nous, vétos, on connaisse parfaitement bien la maladie, son épidémiologie, son histoire de la maladie, c'est ce que je vous ai un petit peu montré via les stades d'insuffisance cardiaque. Là, de fait de connaître correctement la maladie, ça va nous permettre de l'expliquer aux propriétaires, alors avec des supports plus ou moins, entre guillemets, modernes, qui peuvent être informatiques ou, comme moi, à l'ancienne, avec mon petit cœur en plastique. Mais en tout cas, il faut expliquer cette maladie. Et puis, il ne faut surtout pas les laisser dans le flou et puis donner sa pilule et puis voilà, et laisser comme ça. Il faut établir un plan de traitement et un plan de suivi avec les propriétaires. Et à ce moment-là, on va améliorer l'observance, on va améliorer du coup la qualité de vie et l'espérance de vie de nos petits patients à 4 pattes. Voilà. Maintenant on va passer aux questions. Et on a un petit peu de temps, on a une vingtaine de minutes pour le faire. Donc je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que normalement Mickaël a plus ou moins noté pendant l'intervention. Je suis désolée de ces petits problèmes techniques, je pense qu'il y en a eu. Je ne sais pas les répercussions que ça a pu avoir sur sur les gens qui regardaient la conf, mais j'espère que ça n'a pas été trop dérangeant. Merci beaucoup Isabelle.
Désolé pour ce problème technique. J'ai moi-même été déconnecté à 2 reprises, donc je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Ça a duré 1 minute, mais après c'est revenu à la normale. Je ne pense pas qu'on ait perdu de personnes en route, puisque le nombre de connectés était revenu à la normale. Alors j'ai 2 questions pour toi, Isabelle. La première, c'est de savoir si tu connaissais un site qui expliquait aux propriétaires l'importance du suivi cardiaque, un peu comme ça peut être le cas pour l'animal. À ma connaissance, nous on a un site vetintermed.ceva.com qui est un site accessible pour les vétérinaires et sur lequel vous pouvez envoyer des liens, télécharger des fiches graphiques, également les envoyer aux propriétaires, et tout un ensemble de vidéos aux propriétaires qui vont expliquer l'évolution de la maladie cardiaque, l'importance du traitement et du suivi de l'animal. Vous pouvez les télécharger directement et gratuitement. Vous avez un accès directement au site CEVA et sinon vous faites une demande d'accès et on vous autorisera bien évidemment à aller sur le site. Moi personnellement, je ne connais pas à part ce que vient de dire Michael, donc j'ai du mal à vous conseiller par rapport à ça. Je vous ai dit exactement ce que je disais aux propriétaires pour leur expliquer la maladie et pour expliquer le suivi qu'il conviendra de faire et le pourquoi du comment. Il y avait d'autres questions? Il y avait une deuxième question pour toi, de savoir s'il existe un traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire plus accessible que le Viagra. Non, malheureusement, enfin, il y a des formes, il y a d'autres formes mais qui sont tout aussi chères, voire plus que le Viagra. Donc non. Alors le sildenafil, en fait, a une... je crois qu'il y a une étude, il y a quelques cas sur le sujet, a montré une amélioration clinique des animaux sans pour autant que ça fasse baisser d'une manière significative la pression artérielle pulmonaire. Le pimobendan aussi, de par sa famille, un inhibiteur des phosphodiesterase, a également une action aurait une action limitée certes, mais sur l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc globalement sur les chiens qui sont en stade D, donc en œdème réfractaire, en acide cardiogénique par hypertension artérielle pulmonaire, souvent on va rajouter le sildenafil au traitement et malheureusement je n'ai pas de traitement moins onéreux que cela parce qu'effectivement ça coûte relativement cher à utiliser. Souvent, ils puissent nous faire reconditionner, donc c'est pas simple. Mais un traitement pour le cœur, avec tout le suivi que je vous ai donné, n'est pas non plus un traitement qui ne coûte pas cher. Hein. Il y a quand même un coût de tout cela, et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien expliquer les choses. Très bien, merci Isabelle. Eh bien, écoute, je crois qu'il n'y a pas de questions. Un grand merci en tout cas pour ta présentation. Un grand merci à tous d'être restés présents malgré le problème de connexion qu'on a pu avoir et que vous aura intéressé. N'oubliez pas que d'autres webconférences sont accessibles et que vous pouvez la retrouver également en replay depuis le lien que vous avez. Tout est disponible si jamais il y a des choses que vous souhaitez revoir. En tout cas, ne pas oublier d'avoir le consentement du propriétaire, de bien expliquer la maladie. C'est vraiment important de prendre le temps pour qu'il soit vraiment en phase avec le traitement et qu'il puisse suivre selon l'animal et le revoir régulièrement. Et si vous voulez aussi avoir plus d'infos là sur les traitements de la maladie valvulaire dégénérative, peut-être même sur ces stades un petit peu évolués où on va vraiment faire au cas par cas, il y a eu déjà des conférences sur le traitement fait par mes collègues du GK, donc vous pouvez retrouver aussi sur le site. Bon. Eh ben, merci à tout le monde. Encore merci Isabelle. Et puis la prochaine conférence aura lieu en septembre sur les cas cliniques en cardiologie. Donc, rendez-vous en septembre. On ne manquera pas de vous faire un rappel par mail pour vous inviter à cette conférence. Merci beaucoup, bonne journée et bonne semaine. Bonne journée à vous.